Bien, alors on l'a vu, il faut effectivement se préoccuper de notre avenir et en même temps on voit bien que pour bouger le monde, il y a les citoyens, les organisations publiques et il y a les entreprises. Et que font les organisations publiques? Elles cherchent surtout à créer les conditions pour que les entreprises se mettent à se préoccuper du long terme, changent leur modèle. Et donc la trajectoire que suit InPrincipo, l'entreprise que j'ai initiée au début des années 2000, en 2002, et depuis j'ai été rejoint par plein de gens très très bien, Louis Scolaï ici, Michel, Alain, contribuent au développement d'InPrincipo. Nous, notre sujet, c'est de créer des dynamiques collaboratives dans l'entreprise pour qu'elle prenne conscience, à partir d'enjeux concrets, effectivement de son futur, d'un futur accessible. Mais l'important, c'est que quand l'entreprise prend le chemin de se préoccuper de son futur, même si c'est un futur à 3 ans, rapidement, elle se préoccupe de ce qu'il y a après, et après, et après, et progressivement, elle fait évoluer son champ de conscience. Donc on n'y va pas de manière dogmatique en disant « Ah, il faudrait que vous, l'entreprise, qui est coupable de 1000 mots, vous soyez un idéal parfait du jour au lendemain », mais comment justement on la met en dynamique pour se préoccuper à la fois d'enjeux très concrets de la réalité du moment, mais en même temps d'enjeux du futur. Et c'est justement par les enjeux du futur qu'on y va. Alors, j'ai un magnifique outil, donc c'est ici. Non, c'est pas celui-là. Voilà, celui qui marche. Donc, aujourd'hui, toutes les entreprises partagent le fait que nous sommes dans un monde en accélération. En accélération, il y a plein de sujets qui évoluent, et ils évoluent dynamiquement. Et les organisations se rendent compte qu'elles ont besoin d'être plus agiles. Donc, elles formalisent plus ou moins cette prise de conscience, et elles comprennent qu'il faut changer derrière ça progressivement le mode de management, peut-être ici, peut-être là, peut-être moins direction générale, donc ça commence à venir, c'est assez intéressant. Ce qui est en tout cas clair pour elles, c'est qu'il y a des transitions. Il n'y a pas que la transition numérique que l'on voyait aux alentours de 95-2005 avec Internet. Il y a la transition énergétique, on en parle partout. Alors c'est un sujet de préoccupation où il faudrait faire beaucoup moins ou beaucoup mieux, on ne sait pas bien. Il y a la transition économique, on voit bien que l'Europe, les États-Unis, qui étaient le centre du monde que depuis 1850, par des effets démographiques et économiques, perdent leur leadership. Et il va falloir aujourd'hui se conjuguer, non pas avec des occidentaux qui pensent occidentaux, mais avec un dialogue interculturel, multiculturel. Tout le monde a raison d'être lui-même, et ça c'est aussi un autre enjeu. Il y a des transitions sociétales, voilà, la fameuse génération Y, la place des seniors désormais dans la démographie, et puis les préoccupations planétaires éthiques. On a aujourd'hui des gens qui rêvent d'une économie où tout est en partage, alors que d'autres sont dans une logique très financière. Comment finalement on pense bien au-delà de nos schémas? En tout cas, ce que comprend l'entreprise dans son pragmatisme, c'est qu'elle a besoin de nouvelles capacités pour s'adapter en continu, anticiper, innover. Et on a vu des gens qui étaient des fleurons, des Kodak, des Nokia, et que sais-je encore, avaient raison à un moment, des BlackBerry, même des Apple commencent à se dire, tiens, j'avais super raison il y a 3 ans, maintenant j'en ai d'autres qui commencent à me doubler. On voit que finalement, la réussite d'un modèle parfait sur le tableur, avant on disait sur le papier, maintenant on dit sur le tableur, eh bien, n'a qu'une durée de vie. Et que si on n'est pas en permanence à penser son futur, on ne peut pas faire évoluer son système. Et donc ça, c'est la vision entreprise stratégie. Mais son futur, c'est quoi? Au-delà de 3 ans. Et on amène, nous, les entreprises, à se préoccuper de ce qui va se passer dans 10 ans. Dans 10 ans, on n'est pas encore dans 1000 ans. Mais néanmoins, dès qu'on ouvre la boîte de Pandore du futur, arrivent des tas de sujets qui ne sont pas des sujets directement économico-techniques, qui sont vraiment des sujets de, finalement, à quoi on va servir, nous, entreprises dans le futur. Et donc là, on commence à rentrer sur des démarches qui sont intéressantes parce qu'on voit que le futur, aujourd'hui, c'est compris par l'entreprise comme de l'incertitude et de la complexité. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas compris le futur avec le monde qui change, incertitude et complexité? La seule bonne manière de faire, c'est de serrer les mots, d'empêcher les gens de penser, de travailler le plus au quotidien possible, d'augmenter les objectifs, d'augmenter le reporting, de faire un reporting sur le nombre de reporting qu'on a déjà à reporter. Et donc aujourd'hui, la pression concurrentielle et sociétale font que les entreprises qui voient émerger ce monde très complexe se durcissent et finalement se démobilisent. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on a des entreprises qui disent c'est peut-être pas le bon chemin, là, parce que plus ça se complexifie, plus il y a d'incertitude, plus on serre les boulons, moins ça marche.
il y a peut-être un moment, ce serait pas con, et si on était intelligents ensemble, si on était plusieurs, et pas seulement le PDG et le DG, parfois quand ils dialoguent, on était quelques-uns, voire 10, voire 20, voire 30, voire 300, à penser le futur. Et donc on voit qu'aujourd'hui, le chemin classique dans lequel se situe l'entreprise, c'est un chemin de perte en capacité d'adaptation, et donc finalement, ne pas être intelligent, ça n'est plus rentable. Et ça, on commence à parler de langage de l'entreprise. Être intelligent, ça nécessite des choses. Et l'entreprise se dit aujourd'hui, et si le problème était la solution? C'est ça qu'on accompagne dans l'entreprise. On a une quête de sens des collaborateurs. Vous savez, ils sont en milieu, ils rêvent, ils ont des idées, ils ont des aspirations, nos collaborateurs. Donc jusqu'à présent, on leur envoyait un peu de RH avec des messages bienveillants, c'est pas suffisant. Et en face de l'entreprise, on a de plus en plus de défis. Et on se dit, mais finalement, et si tous les défis qu'il y avait dans l'entreprise, on amenait tous les collaborateurs à y réfléchir, s'ils pouvaient réfléchir ensemble aux défis du futur, ben, les collaborateurs, ils demandent que ça. Ils disent, mais nous, notre raison d'être, c'est l'entreprise dans laquelle on est, on a besoin effectivement d'y contribuer, et c'est passionnant. Et donc, il y a des tas de sujets qui sont du quotidien, du moyen terme, du long terme, et plus ils sont du long terme, plus ils sont créateurs de sens, plus ils sont mobilisateurs, et très souvent, les collaborateurs ne veulent pas avoir 30% de rémunération en plus le mois prochain et on ne sait pas ce qui va se passer après. Ils ont bien sûr envie d'avoir une amélioration personnelle, ça c'est évident, mais ils ont surtout envie aussi de savoir raconter le samedi soir à leurs amis, tu sais, je fais un métier passionnant, il est utile pour la société, mon métier a du sens, ce que je fais c'est bien. Tu sais, je vais te dire la vérité, je ne suis pas trader. Je fais des choses qui sont bien pour les autres, et donc la quête de sens elle est fondamentale. Et l'intelligence collaborative de l'entreprise, c'est tout d'un coup de reconnecter l'humain et le stratégique, les contributions de l'innovation avec les collaborateurs. Et donc, de créer finalement les conditions pour que ça se passe bien. Et on se rend compte que de plus en plus, l'entreprise a besoin non seulement de travailler avec ses différents services, c'est déjà pas facile, mais de travailler avec le monde extérieur. Parce que l'entreprise, elle a des clients en aval. Les clients, eh bien, si on était intelligent avec eux, on trouverait des meilleurs produits, on trouverait des meilleures réponses, des modèles économiques plus adaptés. En amont, eh bien, il y a des gens qui ont des technologies, des services, des matériaux, des idées, et ces gens ils peuvent amener beaucoup à l'entreprise. Il y a parfois des entrepreneurs tout seuls, des petites startups qui arrivent à mailler beaucoup plus rapidement que l'entreprise des technologies disponibles et des attentes clients. Et donc, ces choses-là, si on arrive aussi à les capter et les organiser, ça peut aller plus loin. Et plus encore, on a des acteurs du champ qui n'est pas toujours économique, des artistes, des ONG, Design New Planet par exemple, qui vont créer des accélérateurs d'inspiration, qui vont être des sources complètes pour inspirer. Si une entreprise cherche à innover uniquement en voyant ses clients habituels et ses fournisseurs habituels, moi je fais de l'argentique pour des gens qui veulent acheter de la photo, eh bien je ne me pose pas la question. Mais à un moment, si on allant voir d'autres acteurs, on se dit finalement, mon métier c'est pas la photo argentique, mon métier c'est le patrimoine émotionnel des familles, des habitants, et donc ça peut tout à fait être numérique finalement, mon vrai métier. Et si mon métier c'était ma finalité et pas mes moyens. Et donc les écosystèmes d'inspiration sont très intéressants. Mais le plus intéressant, c'est de créer une dynamique d'intelligence entre tous ces acteurs, où l'entreprise, ou même l'entreprise parmi d'autres, on commence à réfléchir de plus en plus à des notions d'écosystème d'entreprise sur les marchés, avec des notions là de bien commun entre entreprises, où finalement on peut commencer à constater que être intelligent ensemble, c'est aussi très intéressant sur la rentabilité de l'entreprise, parce que ça maintient sa survie, ça maintient sa résilience. Il y a un moment, quand on voit que dans les technologies de l'information, on l'a dit, mais c'est vrai aussi dans l'automobile, il y a les questions que ces marchés soient complètement révolutionnés dans les années 5, 10, 15, 20 ans qui viennent, ça dépend de la perspective avec les voitures sans conducteur et autres, mais finalement, c'est intelligent d'avoir un centre d'acteurs. On a accompagné un séminaire à Sophie Antipolis avec la dame sur les mutations dans la mobilité. Donc certains se posent la question. En tout cas, les acteurs qui étaient présents, c'est vraiment intéressant de parler avec des gens qui sont même potentiellement nos concurrents parce qu'ils se posent des questions similaires aux nôtres. Et au moins dans le questionnement commun, c'est intelligent. Après, on peut faire des projets communs avec des gens qu'on aime bien, où il n'y a pas trop de friction concurrentielle, mais se poser des questions en amont, c'est intéressant. Alors, comment on peut faire évoluer ça? D'abord, l'intelligence collaborative, on en a parlé, ça suppose effectivement que les dirigeants se pensent autrement, et on va voir comment
avec un nain dans un instant, et aussi que le management, les acteurs, travaillent autrement. Et donc c'est ce que nous accompagnons chez Infinity. Alors, on a développé un modèle assez simple, hein, où on se dit finalement la dynamique collaborative, c'est de savoir engager les collaborateurs sur des sujets innovants et de savoir finalement délivrer assez rapidement des choses concrètes. Et parce qu'on a délivré des choses qui sont tangibles, on crée la confiance et on peut être dans une boucle où rapidement on se projette, on a des projets et progressivement on va peut-être augmenter la taille du cercle plutôt que de réfléchir à des choses innovantes à quelques années d'avance, peut-être à un moment à quelques décennies d'avance. En tout cas, la projection est assez intéressante. Bon, ça c'est un peu notre modèle de réflexion, je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus. En tout cas, l'idée c'est de travailler sur le sens, parce que s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'énergie dans une organisation. Et donc, le leadership est essentiel, parce que ceux qui portent la direction de l'organisation, avant c'était ceux qui décidaient, qui disaient toi tu fais ci, toi tu fais ça. Aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez avec des Steve Jobs et tout un tas d'autres patrons charismatiques, le mensuel management de ce mois-ci met en scène Elon Musk, quelqu'un que je vous invite vraiment à suivre, qui est un entrepreneur visionnaire. Donc, achetez Management, le magazine, 3,90 € d'investissement, sur Elon Musk. Vous allez voir que ce monsieur qui a réussi avec PayPal, donc le système de paiement sur Internet, a réinvesti les quelques milliards qu'il a gagnés sur une société qui lance des fusées, SpaceX, sur Tesla, qui est une société qui fabrique des voitures électriques de sport à la fois écologique et où on a le plaisir de conduire et l'écologie en même temps. Voilà, il investit sur plusieurs, il est en train de travailler à une sorte de TGV très innovant qui fait 1000 km/h dans un pic en Californie, dans un espace. Alors, après, est-ce que tous ces projets se réaliseront? En tout cas, Tesla vend des voitures, on en a vendu 50 000 dans l'année, je crois. Et SpaceX est devenu sous-traitant de la NASA pour alimenter la station ISS avec des fusées. Et la dernière fusée de SpaceX, une fusée qui monte et qui se repose sur elle-même. Et donc ça fait partie des acteurs qui envoient aujourd'hui, qui préparent des missions sur Mars en disant c'est simple, j'ai trouvé la méthode pour faire l'aller-retour sans avoir à embarquer le carburant du retour. Donc le monsieur est très innovant. Donc la vision. Une fois qu'on a parlé de la vision, il y a l'architecture. Comment créer les conditions, les étapes pour ne pas être dans le process où j'exige des autres comme si c'était une montre qui était facile. Et donc créer des contextes de collaboration. Et enfin les postures, toutes les approches bienveillantes qui vont encourager le bien de chacun, encourager en même temps la responsabilité et l'exigence. On n'est pas là que pour être dans le fun, mais néanmoins où le fun domine et on est beaucoup plus dans un travail plaisir qu'un travail super. Donc, on arrive ici à formuler la dynamique collaborative, on trouve les trois pôles, mais dans vraiment une succession d'étapes qui sont encourageantes en termes d'énergie. On parle beaucoup d'énergie collaborative, parce que si je suis inspirant, je peux être innovant. Si mon innovation se transforme en projet, en agilité, je peux être performant. Si je suis performant, eh bien, j'ai les moyens de rendre mon entreprise plus attractive et donc d'engager davantage de collaborateurs et d'augmenter la boucle. Et c'est exactement ce qui se passe dans des entreprises comme Google, etc., où ils n'ont pas inventé un algorithme de moteur de recherche, ça c'était au début, ils ont surtout inventé un modèle managérial qui leur permet d'être bons sur tout un tas de domaines, y compris la voiture sans conducteur avec la Google Car, et tout un tas d'autres sujets d'innovation que vous commencez à voir partout. Et donc, ce modèle, en fait, il permet à la fois d'être plus performant, donc là on est dans les mêmes oranges, etc., et d'être une communauté vivante, on est dans les mêmes verts, et aussi d'être en conscience des enjeux progressivement planétaires, parce que vous n'inspirez pas sur le sens si progressivement vous n'intégrez pas les vrais sujets de la Terre, le vrai sens du futur. Donc d'être entreprise sur ce chemin-là, notre conviction c'est que c'est vertueux. Donc on accompagne les entreprises avec différents types de séminaires. Donc là, le fameux séminaire de Social Police, on a fait rêver des gens le premier jour au très long terme, 2040-2050, des vrais gens de la vraie économie avec des vraies responsabilités. Et le lendemain, on les a fait travailler sur des vrais projets à très court terme, exactement comme le schéma d'aujourd'hui un peu. C'est quoi le 21e siècle? Qu'est-ce qu'il faut faire dès 2014? L'enjeu est très intéressant de se projeter à deux échéances comme ça, avec des questions très rapprochées. Et donc le Collaborative Camp, qui est un forum d'innovation qui génère là aussi des projets dont l'idée est d'accompagner une pluralité de projets et de faire en sorte que chacun finalement parle aux autres un peu de cette pluralité de projets. Donc voilà deux formats un peu concrets qui sont en illustration, mais tout l'enjeu c'est de faire évoluer à la fois les pratiques et aussi la manière dont les leaders travaillent. Et donc là, je vais passer la parole à Alain qui va parler effectivement de comment on fait cette énergie chez les leaders. Merci.